Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, nous parlerons de la transparence dans les administrations fiscales. L'OCDE a publié, en collaboration avec le Forum africain pour les administrations fiscales, son rapport annuel sur l'état de la transparence dans les administrations fiscales. Que contient ce rapport? Qu'en pense la société civile? Nous allons écouter dans les détails de ce podcast, mais aussi il y a eu une réunion récente où on est revenu sur les réalisations du inspecteur des impôts sans frontières. Nous allons écouter John Christensen qui intervenait à cette occasion et a partagé son expérience. Et enfin, la transparence n'est pas qu'une question d'administration fiscale, mais aussi dans la propriété effective. Nous partagerons avec vous les données d'un débat qui s'est tenu en 2021 et qui soulevait des problématiques intéressantes. Je rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network en allant sur le lien de taxcast.net et vous recherchez l'onglet en français. Et pour ceux qui ont Stitcher, le programme est ajouté. Si vous voulez interagir avec nous, notre page de Facebook, Impôts Social, notre page Twitter, Impôts et Justice Sociale, hashtag Impôts et Justice Sociale. Et pour ceux qui veulent nous écrire, impôts-social@outlook.fr. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Nous allons revenir certainement sur la transparence dans le domaine extractif. Il n'y a pas que la propriété effective ou alors l'enregistrement des propriétaires effectifs. Il y a même la transparence dans la divulgation des contrats, qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle soit appliquée par les institutions. Il y a aussi évidemment la capacité pour les pays, notamment africains, de pouvoir accéder à des informations fiscales pour les entreprises qui sont situées dans des juridictions offshore. Cette semaine, ou alors plutôt ce mois de juin, a aussi connu une réunion pour discuter des évolutions d'inspecteurs des impôts sans frontières. Et justement, un des membres qui a été à l'origine de ce mouvement, John Christensen, qui est aussi un des pères fondateurs de Tax Justice Network, a réussi à participer et il a partagé avec nous l'histoire d'inspecteurs des impôts sans frontières. Écoutons John Christensen qui nous replonge dans cette aventure mémorable. Je suis ravi de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui, même si ce n'est qu'en ligne pour le moment. Alors, l'idée principale derrière le concept des inspecteurs des impôts sans frontières a fait l'objet de discussions entre nous, la société civile et les administrations fiscales dans de nombreux pays. Et c'était il y a plus de 10 ans désormais. Au départ, nous avons évalué les besoins des pays en développement et la meilleure manière de les rendre des leaders finalement de ce travail d'expertise fiscale. À l'époque, nous avions 3 objectifs principaux en tête. Tout d'abord, nous savions qu'il s'agirait d'une initiative internationale qui devrait être organisée par des organisations multilatérales internationales comme le PNUD et l'OCDE. Mais les pays en développement hôte devaient déterminer leurs propres besoins et avoir le contrôle sur les résultats de ce soutien de renforcement des capacités aux experts. Ça, c'était vraiment à la base de notre réflexion. Et je pense qu'il faut s'assurer que notre travail soit bien un effort collaboratif qui soit mené par les besoins identifiés par les pays hôtes et l'administration fiscale de ces pays. Ça, c'était un aspect clé de ce succès que nous avons eu depuis plusieurs années. Et je pense que nous avons réussi à atteindre cet objectif en nous assurant que nous nous attaquions aux besoins spécifiques de chaque pays avec lesquels nous travaillons. Le deuxième objectif clé que nous avons identifié
identifié, c'était le renforcement des capacités pour soutenir des programmes dans une gamme très variée des différents pays et également en offrant différentes langues disponibles pour le programme. Et afin d'atteindre cet objectif, nous avions besoin d'une équipe experte au secrétariat pour travailler avec l'administration fiscale de ces pays pour identifier leurs besoins et trouver les experts qui pouvaient résoudre ces problèmes et ces besoins identifiés. Nous avions un objectif avec plus de 100 programmes. Nous en avons plus de 103 qui ont été soit complétés ou qui sont toujours en cours pour certains. Et sur ces 103 programmes, ils concernent 53 pays dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Europe de l'Est. Et lorsqu'on prend en compte les défis que cela représente, créer ce type d'initiative internationale avec les complexités politiques, l'utilisation d'experts externes, et le travail avec l'administration fiscale, eh bien, c'est vraiment un grand succès tout à fait remarquable, surtout lorsqu'on prend en compte le fait que la pandémie de Covid a restreint nos capacités, notre mobilité internationale plutôt, et a nécessité que nous travaillions beaucoup en ligne. Enfin, le troisième objectif principal que nous avions à l'esprit lorsque nous avons parlé de la création d'inspecteurs des impôts sans frontières était que le programme puisse s'attaquer à des questions de renforcement de capacité dans de nombreux secteurs autant que possible. Et ça, c'était une composante cruciale pour répondre aux besoins des administrations fiscales que nous soutenons, tout en gardant à l'esprit que les différentes approches nécessaires pour ce travail d'audit portent sur le tourisme, l'industrie du pétrole, la culture, l'agriculture, le système bancaire, financier, le système minier. Et donc, c'était une tâche très complexe. Et une fois de plus, je pense que nous avons beaucoup avancé pour atteindre ces objectifs. Et il s'agit d'un périmètre très large qui nous a permis d'inclure d'autres secteurs et ils seront toujours menés, bien sûr, par les besoins des administrations fiscales des pays. Toujours avec John Christensen, évidemment, plusieurs autres personnes ont fait des commentaires sur cette instance internationale. Mais rendu aujourd'hui au terme d'une certaine période d'avancée d'Inspecteurs sans frontières, vers où est-ce qu'on doit aller, que nous dit John Christensen, en termes de vision prospective? Les inspecteurs des impôts sans frontières sont la première organisation à travailler sur le renforcement des capacités en ce qui concerne l'imposition. Je pense que ce programme a des qualités qui le distinguent d'autres programmes. Et l'une de ses caractéristiques clés, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que ce programme répond aux besoins très clairement identifiés des pays. En fait, tout dépend des demandes que l'on a eues. Et ces besoins sont très différents les uns des autres en fonction des pays, des secteurs. Donc, la capacité de l'IISF de fournir du contenu qui répond aux besoins des autorités fiscales des différents pays est absolument crucial à notre réussite. Cela doit bien sûr inclure le fait que nous devons avoir des experts fiscaux parmi notre équipe qui ont des compétences spécifiques comme l'économie numérique, comme vous venez de le poser, par exemple. Donc, il s'agit vraiment de faire correspondre la demande à l'offre que nous avons et de s'assurer que nous avons l'expertise requise au sein de notre équipe. Et une autre caractéristique clé qui distingue l'IISF des autres programmes, c'est notre engagement pour développer et fournir des programmes d'apprentissage fournis par des pays du Sud. Il y a seulement quelques années, lorsque nous avons commencé, nous avons déjà mis au point 20 programmes de soutien Sud-Sud. 8 d'entre eux sont désormais terminés, 12 sont encore en cours. La majorité de ces derniers ont impliqué des contrôles fiscaux, des investigations fiscales, mais nous avons également eu des programmes de collaboration Sud-Sud qui se penchaient sur une expertise spécifique sur certaines industries en essor et aussi sur les enquêtes criminelles. Et en ce qui concerne ce qui nous attend pour 2022, j'espère que ça va être l'année où nous allons commencer à
reprendre notre soutien au sein des pays. Malheureusement, nous avons été ralentis dans ce domaine par la pandémie de Covid-19. Je pense que nous sommes conscients que les réunions virtuelles ont été un outil très intéressant au cours du pic de la pandémie, mais bien sûr, ils ne peuvent pas remplacer les réunions en présentiel et les formations, le soutien sont bien plus efficaces lorsqu'ils sont fournis en présentiel. Je ne crois pas que 2022 va apporter des changements révolutionnaires à ce que nous vous apportons, mais je pense qu'il y aura des opportunités de diversification de notre portefeuille, des différents secteurs que nous couvrons. Nous allons continuer notre travail pour identifier et réduire les flux financiers illégaux et la fraude fiscale internationale. Il s'agit toujours de domaines où il y a d'énormes défis pour les autorités fiscales. Et je suis convaincue que nous allons continuer à renforcer les capacités des autorités fiscales à répondre à ces questions. Donc voilà les défis qui nous attendent pour 2022. Je le disais à la une de ce podcast, récemment l'OCDE et la CAF ont publié le rapport sur la transparence des administrations fiscales en Afrique. C'est un rapport qui s'appuie davantage sur l'échange d'informations en matière fiscale. Écoutons ce qu'a dit Zaïda Manata, qui est la patronne du Forum Global qui participe à la production de ce document et des évolutions qu'elle a notées sur l'ensemble des administrations africaines au sujet de ce volet précis. On a eu une amélioration des connaissances par rapport à cet échange de renseignements et on a reconnu qu'en 2014, 78% des pays ont reconnu que les niveaux de connaissances étaient faibles. Et donc, on a eu bien de progrès dans l'expertise et 79% des pays jugent que leur niveau de connaissances et leurs expertises par rapport à l'échange de renseignements a augmenté. Et une augmentation de 23% par rapport à ce que l'on avait vu en 2014. Les autres conclusions sont aussi très importantes. Tout d'abord, les pays africains créent l'infrastructure nécessaire pour l'échange de renseignements. Et donc, on a vu des changements et vous voyez cela par les chiffres affichés en 2021. On a eu un pays de plus qui a délégué la fonction d'autorité compétente du ministre des Finances ou de chef de l'administration fiscale à un plus grand nombre d'agents pour que le processus d'échange de renseignements soit plus efficace. On a eu la mise en place des unités dédiées à l'échange de renseignements qui est passé à 30 en 2020 et donc cela augmente l'échange d'informations tous les jours et avec un pays supplémentaire adoptant le manuel et 2 pays mettent en œuvre des systèmes de suivi en 2020 et donc ces 2 sont essentiels pour avoir des départements qui fonctionnent convenablement. Un autre objectif de l'initiative Afrique est de permettre les pays africains d'élargir leur réseau d'échange de renseignements pour permettre aux contrôleurs d'enquêteurs fiscaux d'avoir accès aux informations nécessaires. Et c'est vraiment intéressant pour pouvoir faire la vérification et de voir, par exemple, les transactions transfrontalières, etc. Et donc, c'est vraiment important d'avoir un plus grand réseau de partenaires pour pouvoir échanger des informations. Et donc, on a eu des progrès très importants dans les pays africains en dépit de la pandémie. On a eu 383 nouvelles relations d'échange de renseignements qui ont été créées. Et donc, on a vu, par exemple, l'administratif mutuel en matière fiscale qui a été signé et qui est l'instrument multilatéral. Le Rwanda a aussi signé, la MAC, le Botswana, l'Eswatini et le Libéria l'ont ratifié et ceci l'a permis à entrer en vigueur
Et donc, la Mauritanie a aussi déposé des instruments et d'autres pays africains sont en train de faire de même. Et donc, nous sommes vraiment ravis de voir ces tendances que nous avons vues sur cette diapositive. On voit les administrations fiscales qui utilisent l'échange de renseignements. Cela veut dire qu'ils ont accès à des informations dans des pays étrangers. Et en 2014, les pays africains n'utilisaient pas l'échange de renseignements dans leur contrôle fiscal. Et donc, on avait moins de 40 requêtes des pays africains. Et donc, les pays africains se sont engagés de pouvoir utiliser les réseaux d'échange de renseignements en formant leurs contrôleurs fiscaux pour utiliser l'outil et aussi comment faire les requêtes, ce qu'il fallait pour réussir lorsqu'on fait les requêtes d'information. En 2021, le nombre de demandes sortant envoyées par les pays africains a augmenté de 26% en comparaison avec les chiffres de 2020. En outre, le nombre de pays qui formulent les demandes est passé à 15 comparé à 13 en 2020. Vous excuserez peut-être la qualité du son, mais nous avons repris un ensemble de commentaires, de présentations qui ont été mis en disponibilité sur YouTube pour vous faire partager le meilleur du débat fiscal en Afrique. Parfois, c'est pas nous-mêmes qui posons les questions. Et justement, à la suite de Zeida Manata, la société civile africaine a pu s'exprimer à travers Chiney Mukumba, c'est une experte de l'ONG Cousine Tax Justice Network Africa. Elle a pris 6 minutes pour présenter les points critiques du rapport publié par l'OCDE et la TAF. Écoutons Chiney avec beaucoup d'attention. Il y a 2 points sur lesquels j'aimerais intervenir, 3 points plutôt sur lesquels j'aimerais intervenir, 3 points qui vont permettre donc l'adoption par les pays africains de la transparence fiscale et l'échange de renseignements pour les aider à libérer leur potentiel. Le premier point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est la façon dont les institutions examinent ces outils. Bon, nous voyons que les pays africains progressent énormément. Nous voyons donc l'augmentation de la connaissance en matière sur le flux, l'évasion fiscale. Et nous voyons également qu'il y a des recettes qui reviennent sur le continent. Mais de notre point de vue, nous pensons qu'ils doivent vraiment devons donc faire face à la réalité au cours des 2 dernières années. Nous avons vu que des progrès ont été réalisés pour lutter contre l'évasion fiscale et les autres flux financiers illicites à travers la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales. L'augmentation du nombre des pays qui envoient des requêtes passe de 6 en 2014, ce qui veut dire qu'il y a eu une augmentation par un pays qui s'est ajouté par pays. Donc, alors, quels sont les défis auxquels les pays africains sont confrontés en embrassant donc la stratégie financière dans la lutte contre l'évasion fiscale? Les pays africains sont confrontés à certains défis. Ils ont indiqué qu'il y a le manque de capacité à pouvoir collecter les informations au niveau local, leur permettant de pouvoir échanger des informations au niveau ils n'ont pas la capacité d'analyser les informations, les renseignements reçus, aussi bien que les technologies nécessaires. Cependant, ce n'est pas tous les défis qui sont relatifs à l'insuffisante capacité. Donc, il est important de pouvoir se demander pourquoi est-ce qu'il y a une adoption très lente, vu le potentiel positif que ces outils peuvent avoir sur le gouvernement africain. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a une réponse léthargique? Et il faudra se poser des questions difficiles sur l'utilité même pratique de cet outil. En plus des 15 pays qui font des demandes, il y a aussi, on doit aussi observer qu'il y a un progrès très inégal. Le rapport ne va pas vraiment au fond de ces questions et présente les étapes ou les mesures prises pour lutter contre les défis en matière de capacité. Donc, il y a des
questions de conception qui limitent la façon dont la capacité des pays à pouvoir tirer parti donc de ces opportunités. Les deux points suivants, j'aime sur les questions de défis qui pourraient donc contribuer à ce problème. Les normes d'échange des renseignements nécessitent donc échange réciproque. Donc, les juridictions doivent s'accorder à pouvoir partager les renseignements. Cependant, plusieurs pays développés sont des destinations importantes pour des citoyens venant donc des pays pauvres pour cacher donc leurs revenus. En tant que société civile, nous appelons toujours à ce que l'échange des renseignements automatiques puisse être fourni sur des bases non réciproques avec les pays non membres de la G20, surtout les pays moins avancés. Il y a un montant relativement faible qui passe des pays développés vers des pays pauvres. Or, des fortes sommes d'argent vont dans le sens inverse. Donc, si les pays peuvent recevoir donc des informations sans pouvoir envoyer leurs. Donc, le principe de responsabilité commune non différenciée que nous voyons dans plusieurs négociations des Nations Unies, nous pensons que cette approche devait être pertinente à cette situation. Mon troisième point porte sur la contribution à l'adoption des normes. Si nous voulions concevoir des normes qui sont pertinentes au développement donc des pays, une question de conception, c'est de voir les pays africains participer au développement de ces normes et non seulement à la mise en œuvre de ces normes. Ainsi, en tant que la société civile, nous demandons à ce que ces discussions puissent être tenues en premier au niveau des Nations Unies. Et nous voyons la valeur, nous reconnaissons la valeur donc de cette plateforme. Nous la percevons comme étant une plateforme sécurisée, une plateforme qui peut servir ou faciliter donc les échanges et créer un cadre pour une coopération internationale qui pourrait donc se tenir au sein des Nations Unies. Au cours des années dernières, les pays du Sud ont appelé à la mise en place d'un organe fiscal sous l'égide donc des Nations Unies. Au cours des mois derniers, cet appel a été repris par les ministres des Finances africains. Nous voyons que cela est très important parce que cela sera perçu comme une plateforme dans laquelle donc les pays africains peuvent participer à la conception donc des normes et non simplement les mettre en œuvre. Pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est que nous voyons un progrès. Nous voyons qu'il y a une transparence grandissante et l'échange des renseignements à des fins fiscales tels que présentés dans le rapport. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup à faire. Nous remarquons que les gouvernements africains perçoivent donc la valeur de ce travail. Cependant, il est important d'aborder des questions internes qui ont été présentées dans le rapport, mais aussi des questions systémiques et structurelles. Et en ce faisant, et en travaillant pour éliminer donc les goulots d'étranglement qui facilitent donc les flux financiers illicites sur le continent, nous pourrions parvenir à la réalisation des objectifs de notre continent. Avec Jenny, on va réaliser que la transparence en termes d'échange d'informations ne suffit pas. Il y a encore beaucoup de préalables. Et justement, Tax Justice Network a publié cette année encore son indice d'opacité financière, un vrai outil d'audit au risque d'opacité et donc d'outils qui permettent d'identifier les juridictions qui favorisent massivement ou peu la réalisation des transactions financières non transparentes. Et justement, un des aspects de cet outil, c'est la propriété effective. Il faudrait aussi qu'il y ait un cadre de transparence évident sur la propriété effective, notamment en matière de contrats miniers. Et cette question a fait l'objet de discussions en 2021, c'est vrai, mais nous n'avions pas rapporté cela. Le commentaire, la présentation a été disponible sur YouTube et nous avons choisi de vous faire écouter quelques extraits, notamment
Les évolutions au Sénégal avec le coordonnateur, autant pour moi, adjoint de l'ITIE Sénégal. Écoutez ce qu'il en avait pensé. On a fait une étude diagnostique sur la divulgation de la propriété effective en 2017 et ça nous a permis véritablement de voir tous les acteurs qui étaient concernés, que ce soit le ministère de la Justice où le registre de commerce est basé, que ce soit le ministère des Finances, que ce soit les autres ministères qui étaient pertinents. Ça a été extrêmement intéressant parce que de cette partie-là, on a pu établir un protocole avec le ministère de la Justice notamment, pour établir le Comité national et le ministère de la Justice, le ministère des Mines et du Pétrole, une feuille de route commune pour faire avancer les réformes. Et l'option qui a été prise en fin de compte, c'était d'avoir un décret qui encadre la divulgation des bénéficiaires effectifs au Sénégal. C'est dans cette mouvance-là que le GMP au Sénégal a mis en place une commission de divulgation des bénéficiaires effectifs et qui a travaillé de façon régulière pour les méthodes de collecte, pour le formulaire de collecte des données, également avec un partenaire technique qui est chargé de la base de données pour véritablement arriver maintenant, actuellement on a les greffiers qui sont en formation aujourd'hui même, actuellement. C'est une formation que je vais rejoindre tout à l'heure pour la production. Donc, on est tout à fait prêt pour la production pour arriver à divulguer les données sous peu. C'est passé aussi par une séance de sensibilisation des entreprises, des journalistes, de la société civile et également des administrations qui ont besoin de ces données-là parce que ce n'est pas seulement des données pour l'ITIE, mais l'objectif qui est visé dans le décret qui a été mis en place, c'est de voir sur toute la chaîne de valeur des industries extractives, ceux qui interviennent, que vous soyez une société qui ait des droits, des licences dans le secteur minier ou pétrolier, mais également vos sous-traitants et les prestataires de services sont concernés par la déclaration de bénéficiaires effectifs. L'objectif qui est visé de façon ultime, c'est que ce soit une application généralisée dans tous les secteurs économiques. C'est actuellement ça qui est visé, mais on va commencer d'abord par le secteur pétrolier et gazier qui représente le secteur extractif. Au moins, toutes les personnes physiques qui ont 2% directement ou indirectement des capitaux, des droits de vote ou d'autres moyens de contrôle sont considérées comme bénéficiaires effectifs. Donc le threshold, il est vraiment bas pour capter le maximum de personnes. Et à la longue, je pense qu'on va arriver à avoir un nombre suffisant de visibilité, d'avoir une visibilité sur l'architecture des bénéficiaires effectifs dans le pays, parce que l'objectif qui est derrière aussi, c'est la lutte contre la corruption, les flux financiers illicites, ce qui est un autre aspect qui est extrêmement important pour nos économies qui viennent à peine de commencer à sortir de cette crise de la Covid, crise économique qui s'en est suivie, en plus de la crise sanitaire. Donc, c'est un objectif global pour le pays et c'est un objectif, je dirais même, planétaire, parce que toutes les économies souffrent de ces genres d'actions qui nuisent aux économies, que ce soit les flux financiers illicites, que ce soit la corruption. On va continuer, nous, à faire la sensibilisation et à faire aussi ce qui est lié au renforcement de capacité, parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, la session avec les greffiers du ministère de la Justice, on va poursuivre la même chose. On avait fait avec les journalistes, on va refaire pour véritablement voir comment analyser les données. Ça, c'est la prochaine étape. L'adoption des lois, certainement, est une avancée considérable, mais il faut encore que ces lois puissent se traduire en application effective au sein des parties prenantes, les sociétés minières, les administrations, la société civile. Et justement, Amadou Sambé, qui fait partie du comité ITIE Sénégal, nous partage, justement, a partagé à cette occasion-là l'expérience du Sénégal en matière d'adoption des règles de transparence sur la propriété effective et les bonnes pratiques. Dans le cas du Sénégal, nous avons déjà entamé la mise en place du registre sur les bénéficiaires effectifs. Comme vous le savez, c'est un enjeu extrêmement important pour nous puisque, comme partout dans le monde, c'est un enjeu
de lutte contre la corruption, lutte contre les flux financiers illicites, mais également lutte contre l'évasion fiscale. Et dans un contexte où, c'est vrai, aujourd'hui, les industries extractives ne représentent pas une grande portion de notre produit national brut, à peine 2 à 3%, mais nous sommes dans un contexte où ça va croître très rapidement puisque nous sommes juste au début de l'exploitation pétrolière et gazière. C'est donc très important dès à présent d'avoir un cadre qui permette de garantir la transparence des propriétés effectives. Dès mars 2020, un décret a approuvé le registre des bénéficiaires effectifs, le loger déjà au ministère de la Justice, le placer sous la surveillance d'un juge et de greffier. C'est donc la première démarche qui a été mise en place, un cadre donc pour les bénéficiaires effectifs. Et en avril 2020, nous avons obtenu une première plateforme qui s'appelle un système Govin, qui a permis le dépôt de façon dématérialisée des déclarations sur les bénéficiaires effectifs. Étant membre de l'ITIE, cette obligation ne s'imposait à nous qu'en 2021 sur les données de 2020. Mais nous avons voulu le faire en 2020 sur les données de 2019 pour que ça puisse constituer un test. C'est ce que nous avons fait donc. Et sur cette base-là, que nous avons, c'est d'ailleurs dans notre rapport ITIE 2019 qui a été revu avec l'administrateur indépendant. Et sur cette base-là, nous avons obtenu 26 déclarations, 26 sociétés qui ont soumis une déclaration, dont 2 sont des sociétés d'État et 24 donc qui sont des sociétés non étatiques. Et sur les 24 sociétés restantes, seules 16 sociétés nous ont communiqué des données exhaustives, des données aussi complètes qu'on le souhaitait. Puisque déjà à l'époque, nous avions conçu de concert avec le ministère de la Justice un formulaire de déclaration. Et dans le décret de mars 2020, il était prévu un arrêté qui allait officialiser ce formulaire. Mais en attendant qu'il soit fait, nous avons pris les devants et nous avons travaillé avec ce formulaire-là. Et nous estimions que sur les 24 sociétés qui avaient soumis le formulaire de façon dématérialisée, seulement 16 nous avaient fourni des données exhaustives et des données qui avaient été signées par un représentant habilité. Voilà, comme je disais, John Christensen peut être doublé par une voix d'homme ou par une voix de femme. Nous avons pris des extraits sur la conférence telle qu'elle a été finalement rendue disponible sur YouTube. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons revenir à la fin de ce mois, évidemment, avec un autre podcast où nous allons toujours parler des questions de transparence, aussi d'indices d'opacité financière, parce que nous n'avons pas fini d'éplucher ce dossier, mais aussi peut-être des flux financiers illicites tels qu'ils sont perçus par les auditeurs africains. Tout cela est à mettre en perspective. Mais d'ici là, vous pouvez écouter tous nos podcasts sur notre page de podcast imposocial.libsyn.com, Libsyn avec S-Y-N à la fin, ou alors allez sur la page des podcasts de Tax Justice Network où vous aurez les versions anglaise, française, arabe et espagnole. Il suffit d'aller sur thetaxcast.com.net plutôt et chercher l'onglet en français ou alors l'onglet de la langue correspondance. Mais aussi vous pouvez interagir avec nous en allant sur notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale, ou alors notre page Twitter, hashtag Impôts Social, et pour ceux qui veulent nous écrire, impôts-8 social @outlook.fr. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne vigilance sur les évolutions fiscales dans votre pays. Au revoir et à la prochaine.